15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour une émission spéciale jusqu'à 16h30 en ce 17e jour de guerre en Israël, mais pas seulement. En première partie d'émission, mon invité aujourd'hui, Pascal Amoyel, pianiste, compositeur, auteur et comédien français dans le cadre de son spectacle Le Pianiste aux 50 doigts au théâtre Montparnasse. En seconde partie d'émission, action en France et en Israël pour aider Israël. Kelly Zitoun, présidente de l'association Tipat Mazal, et Aurélie Assouline, maire adjointe Les Républicains à la mairie du 17e et cofondatrice du collectif 7 octobre. Mon chroniqueur aujourd'hui, Corentin Le Guinadjar, pour une chronique sur le pianiste, suivi de 2 coups de cœur. Titre coup de cœur musical aujourd'hui, le tout sous couvert de notre psychothérapeute Sandy Boulanger. Vous l'avez compris, une émission culturelle et d'infos aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Pascal Amoyel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On va parler de votre spectacle musical Le Pianiste aux 50 doigts à la grande salle du théâtre Montparnasse. Mais d'abord, et parce que le Proche-Orient connaît des jours un peu sombres, je ne peux que vous demander votre émotion. Comment dire l'émotion ? C'est innommable ce qui s'est passé. Et on est tous tellement plus que touchés. D'ailleurs, quand les événements en Israël se sont passés, je n'avais pas du tout envie d'aller au théâtre. Je comprends d'ailleurs que beaucoup de gens n'aient pas le cœur à ça. Et moi-même, en tant qu'artiste, c'était difficile d'y aller parce que c'était quelque chose de tellement terrible qui s'est passé que j'avais pas le cœur à jouer, parce qu'en fait, quand on va au théâtre, quand on joue du piano, on joue, c'est du jeu. Mais en même temps, la thématique du spectacle que je défends, Le Pianiste aux 50 doigts, est justement tellement presque au cœur du sujet que je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir dire tout ce que j'avais à dire. Et nécessaire, justement, c'est l'objectif de cette émission. On a pour habitude, en démarrage d'émission, de commencer par le début. Alors on va respecter cette règle pour essayer de vous connaître au-delà aussi de ce que vous faites. Pascal Amoyel, vous êtes né un 2 janvier dans les années 70 à Rozay-en-Brie, en Seine-et-Marne. Quel souvenir vous avez aujourd'hui de votre enfance ? Un très joli souvenir, parce que j'habitais à la campagne, enfin mes parents habitaient à la campagne, justement en Seine-et-Marne. Et donc on avait un grand jardin, et puis c'était des souvenirs de nature, de fleurs, d'arbres, d'oiseaux et d'animaux, en compagnie desquels je pouvais m'épanouir. Et ça a été assez difficile en fait de partir de Paris vers l'âge de 6-7 ans. Mon père étant médecin, il a eu un cabinet à Paris, donc on a dû remonter vers la capitale. Voilà. Comment le piano est alors entré dans votre vie ? Parce que je sais que c'est arrivé très tôt. Oui, en fait, mon père jouait du piano et ma mère chantait de l'opéra. Et un jour, mon père m'a expliqué que je suis venu le voir et que j'ai commencé à l'imiter à côté de lui, jouant du piano. Et donc, ils ont fait venir un professeur de piano qui a dit « Oh non, c'est trop tôt, je devais avoir 6 ans. Il a de trop petits doigts et puis il sait pas encore lire. » Ce qui était évidemment une ineptie totale parce que et mes parents l'ont cru et du coup, j'ai commencé à improviser beaucoup. Ce qui a été finalement une chance pour moi parce que je n'ai pas été tout de suite dans les études, dans le solfège, Trop formaté, voilà. Pas assez formaté justement. Exactement. Et c'est mieux. Donc je me suis approprié l'instrument et puis j'ai commencé vraiment l'étude du piano vers l'âge de 10-11 ans et suite notamment à la rencontre avec Sifra. Et on y arrive à 10 ans. Vous débutez alors vos études de piano à l'École normale de musique de Paris, dans la classe de Marc-André. Et 2 ans plus tard, le 2 juin 1983, vous recevez une lettre dans votre appartement du 16 rue Ampère. En fait, c'est la gardienne de mon immeuble qui est venue frapper à ma porte, effectivement, et qui m'a dit que le Sifra, le grand pianiste Sifra, dont j'avais déjà entendu parler, avait habité le même immeuble et qui venait de déménager pour ouvrir une fondation pour aider les jeunes musiciens et que c'était peut-être mon destin d'aller le rencontrer. Et effectivement, je suis allé le rencontrer. Ça a été mon destin puisque c'est grâce à lui que je suis devenu pianiste. J'ai été voir non seulement le pianiste de légende qu'il était, mais aussi un homme d'une bienveillance absolument extraordinaire qui a accueilli le petit gamin que j'étais, qui n'en mettait pas une, avec beaucoup de gentillesse, de positivité. Et c'est un petit peu, vous savez, la phrase
il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Je suis devenu pianiste parce que j'ai cru que c'était possible. Grâce à lui, j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de grands maîtres après, mais il y avait toujours une barrière qui s'érigeait entre nous parce qu'il y avait celui qui savait et celui qui savait pas. Alors qu'avec Sifra, c'était vraiment pas du tout ça. On était presque à égalité. Je savais tout ce qu'il me restait à faire pour jouer bien du piano. Mais j'avais l'impression d'être dans la même famille de musiciens. En fait, c'est ça. En fait, pour revenir à Madame Séné, elle vous dit, tu vois, c'est peut-être ton destin. En hébreu, on dit Mina Shamaim. J'ai envie que vous nous racontiez d'abord, parce que vous êtes en effet allé à la rencontre de Georgi Sifra, comment s'est passée cette première fois, cette première rencontre précisément, si vous avez ces souvenirs aujourd'hui encore. Eh bien, j'ai vu, je l'ai salué de loin. Il m'a regardé à peine et en fait, je le suivais petit à petit. Je venais le voir et je l'entendais donner des cours et je l'entendais aussi jouer parfois. Et puis voilà, c'était un écorché vif. Je savais tout ce qu'il avait vécu. Je le savais pas vraiment encore bien, mais j'avais entendu parler. Je savais aussi qu'il avait perdu son fils, donc je le regardais sans trop avoir osé aller le voir. Et puis un jour, je lui demandais si je pouvais jouer mes improvisations. Et c'est là où tout a débuté parce que je ne sais pas très bien ce que je lui ai joué. Il fallait vraiment avoir 12 ans pour oser jouer cette improvisation avec Sifra, qui était sans doute le plus grand improvisateur du XXe siècle. Mais il m'a regardé, il m'a souri. Et voilà, je crois qu'il s'est pris un petit peu d'affection pour moi assez rapidement. Vous allez l'écouter pendant des semaines et un jour vous décidez de lui jouer vos improvisations avec finalement le bagou des enfants et vous allez dire dans votre spectacle plusieurs choses sur lui, notamment le fait que bien sûr il va devenir votre maître, mais il va se passer quelque chose parce que d'un regard il dit tout. Oui, il parlait pas très bien français. Mais quand il enseignait, il ne parlait pas tant que ça de musique, contrairement à beaucoup. Mais il disait toujours « Attends, regarde, écoute ». Et il jouait. Et alors là, on était traversé par un souffle absolument incroyable. Et c'était pas tant imite-moi que de voir à quel point il était inconditionnellement musicien et que quand il jouait de la musique, c'était sacré. En fait, il ne faisait plus qu'un avec son instrument, il fusionnait avec lui. De sorte que rétrospectivement, qui me reste aujourd'hui, c'est que pour moi, quand je pose les mains sur les touches, je revois toujours Sifra et ce n'est jamais gratuit. On dit quelque chose, pour en parler si vous voulez, d'éminemment essentiel dans la vie à la fois ordinaire, spirituelle, etc. Et donc c'est ça vraiment ça qui m'a transmis. Donc effectivement, un seul de ses regards et la manière dont il jouait apprenait plus que tous les mots. Votre plus belle récompense, vous le dites sur scène, c'est un baiser de lui en l'air, comme il embrassait son piano, un regard de lui, vous apprenez plus que les mots, et vous êtes marqué parce qu'il vous a raconté sa vie finalement que vous avez décidé de mettre en scène dans Le pianiste aux 50 doigts pour les 30 ans de sa mort. On vous retrouve alors aujourd'hui dans ce spectacle musical qui raconte un petit peu finalement l'histoire de sa vie et de la vôtre aussi sur scène. Bande annonce. Sa vie est une œuvre et on sentait toute sa souffrance dans sa musique. Sa vie était sa musique était sa vie. J'ai eu le grand privilège de travailler avec lui durant 8 ans et lorsque je suis allé le voir quand j'avais une douzaine d'années. Fallait vraiment avoir 12 ans pour oser jouer ses improvisations avec Sifra. Mais il m'a écouté, il m'a souri. Je sentis un écorché vif. Tu vois, quand j'étais enfant, c'était la misère. Hé, petit, va nous jouer un petit air. Oui, mais de ma composition alors. Tu as quel âge? J'ai 5 ans. Et c'est là que tout commence finalement. Et on voit en fait entre vous deux beaucoup de parallèles. Un papa pianiste ou en tout cas qui joue du piano pour l'un et pour l'autre et cette envie de musique au fur et à mesure. Vous allez avoir une carrière énormissime aussi vous Pascal Amoyel. Mais qu'est-ce que sa vie à lui a d'extraordinaire? Eh bien sa vie, c'est un roman. En fait, du petit pianiste de 5 ans jouant dans les cirques des bidonvilles de Budapest, découvert donc par les circassiens,
jusqu'au soldat évadé. Il est hongrois, donc il sert sous le drapeau nazi, puis il s'évade en volant une locomotive à la Wehrmacht. Il arrive chez les Russes, et puis là, il dit « je suis déserteur », on ne le croit pas, on le met dans une mine désaffectée, dans laquelle il passe dans l'obscurité des mois et des mois. Et puis ensuite, après la guerre, il devient pianiste de bar. C'est d'ailleurs de là d'où lui vient le surnom « le pianiste aux 50 doigts », parce que c'était un virtuose absolument extraordinaire. Et en fait, le responsable du bar, parce qu'il jouait dans des cabarets, même des cabarets sordides. Chose que vous ferez aussi, pas dans les cabarets sordides, mais vous passerez aussi par les cabarets pour démarrer dans votre carrière en parallèle de vos études. C'est vrai, oui, j'ai joué dans les cabarets de Montmartre pour gagner ma vie à ce moment-là, quand j'étais jeune. Et donc le responsable du bar, alors que les gens affluent tellement dans ce bar pour aller voir qui est ce phénomène, Xifra, écrit tous les pianistes n'ont que 10 doigts, ici se produit pourquoi se faire voler ailleurs, tous les pianistes n'ont que 10 doigts, ici se produit le pianiste aux 50 doigts. Et puis ensuite, il essaye de s'évader de la Hongrie, il est rattrapé, condamné aux travaux forcés, de la détention, de la torture, il a un fils de 4-5 ans, enfin c'est une vie absolument terrible. Et en même temps, il y a toujours au fond de ce récit un espoir extraordinaire. Et notamment l'espoir que la musique est toujours le refuge essentiel. Et c'est ça, on va le voir dans un instant. Il va se surpasser pendant toute sa vie finalement. Et ce que j'ai trouvé très joli que vous racontez sur scène, c'est que enfant, il connaît la misère, la famine dans les bidonvilles de Budapest qu'il appelait la cour des anges. Sa sœur Yolande va acheter un piano. Il a 4 ans. Il va essayer de l'imiter sous les couvertures, un petit peu en autodidacte et puis en essayant d'imiter. Puis après, ses mains vont courir sur le piano, un peu comme vous au début finalement, Pascal Amoyel. Et puis il va s'essayer au piano du jour au lendemain. Il commence à composer à 5 ans, ce qui fait que sa sœur ne voudra plus toucher un piano de toute sa vie. Et il y a des clowns qui passent sous sa fenêtre et il dit « moi je suis pianiste ». Et donc ils vont l'embaucher. Il gagne en 1 heure ce que son père gagne en 1 mois dans les bars, soit 5 pièces d'argent. Il reste 5 ans dans le cirque, et puis c'est un homme qui va finir par rentrer à l'académie Franz Liszt de Budapest. Il devient le plus jeune élève jamais admis. Il va se passer beaucoup de choses bien sûr dans sa vie. Vous avez parlé de la guerre et vous dites aussi « je me souviendrai toujours de ses rencontres avec lui ». Cet homme qui avait connu les pires souffrances paraissait jouer sa vie à travers la musique. Il ne parlait pas beaucoup, mais son regard était parfois bien plus évocateur que tous les mots. Un regard décorché, vif, profondément humain. Ma question est celle-ci, est-ce que vous pensez que l'art fait évader la souffrance et la misère, quoi qu'il en coûte ? C'est une question fondamentale que j'ai tenté d'explorer dans un précédent spectacle qui s'appelait Bloc 15, ou la musique en résistance, avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, où nous avons rendu hommage à 2 musiciens qui ont été déportés dans les camps d'Auschwitz et qui ont réussi à survivre grâce à la musique. C'est une histoire absolument incroyable. La violoncelliste vit toujours à Londres, elle doit avoir 95 ans, c'est Anita Lasker-Wolfisch. Et en fait, on raconte comment des musiciens qui sont arrivés avec leur violon dans la main, on leur a dit « mais ça va peut-être te sauver la vie, tu devrais aller faire un tour au bloc 15 pour les hommes et le bloc 12 pour les femmes ». Ils arrivaient dans l'enfer d'Auschwitz, ils ouvraient la porte du camp, du bloc, et là, ils voyaient tous les instruments rutilants, impeccablement rangés de l'orchestre philharmonique de Berlin. C'était absolument ahurissant. Parce que les nazis avaient à cœur d'écouter de la musique dans les camps. Et d'ailleurs, c'est toute la question fondamentale, comment le bourreau peut-il écouter Schubert en pleurant et aller faire son boulot 10 minutes plus tard. Ouais. C'est quoi la culture là-dedans? Comment la culture n'a-t-elle pu rien enrayer? Il y a une petite saison de musique de chambre à Munich pendant que Buchenwald est en train de brûler. C'est ça qu'il faut. Et donc, on a essayé d'explorer comment c'est possible à travers 2 destins extraordinaires qui d'ailleurs, le chef d'orchestre du camp des femmes, c'était Alma Rosé, qui était la nièce du compositeur Gustave Mahler et la fille du premier violon Arnold Rosé, qui avait un courage absolument incroyable et qui a tenu tête aux nazis. Et lorsqu'un nazi entrait et qu'il écoutait le concert et qui commençait à parler,
Elle lui disait, vous sortez, monsieur, vous écoutez la musique, ou vous respectez la musique. Elle a d'ailleurs eu des funérailles au sein du camp, c'est absolument incroyable, alors que c'était une juive. Voilà, donc effectivement, je pense que, et pour en revenir donc à votre question, tous ces... j'ai eu le privilège de rencontrer énormément de survivants de ces camps à qui je suis allé parler et qui nous ont dit qu'effectivement, et notamment Violette Jacquet, qui a écrit aussi un livre et qui était dans l'orchestre des femmes, Alma Rosé se consacrait à ce fa dièse qui avait été un peu faux. Elle les punissait parce que le concert n'avait pas été à la hauteur. Et en fait, elle avait réussi à faire en sorte qu'ils oublient les horreurs du camp pour se consacrer qu'à la musique. Et en fait, la musique a ce pouvoir effectivement presque de catharsis. Aristote en parle très bien, qui fait que on est dans un état, ou plutôt dans un non-état d'harmonie totale et en fait d'oubli de ce que peut être toutes les souffrances du quotidien. Lorsque parfois les gens du public viennent me voir en me disant merci monsieur, j'ai pu oublier mes soucis grâce à votre concert. En fait, on retourne à l'instant présent, et en fait le personnage que nous sommes est totalement relégué au second plan. C'est-à-dire nous sommes dans un état de perception ou d'aperception totale, et la musique donne accès à quelque chose qui révèle vraiment qui l'on est. Donc à ce moment-là, il y a aussi une communion qui se crée, non seulement entre l'artiste et le public, mais aussi entre le public lui-même, qui ne fait plus qu'un. On entend et on comprend que finalement l'apprentissage de la musique nous apprend aussi l'histoire avec un grand H, parce que dans les œuvres il y a des moments d'histoire avec les années. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Si la musique t'était contée ». Vous avez produit une série d'émissions sur France Culture intitulée « Une histoire de la musique ». Est-ce que justement au travers des époques il y a des moments historiques à raconter ? Ah oui, tout à fait. Déjà celle-ci, bien entendu, la Deuxième Guerre mondiale, mais toutes les autres. Hein. Dans la Première Guerre mondiale, il y a l'exemple extraordinaire de Maurice Maréchal, qui était un violoncelliste, qui est allé jouer pendant ses permissions la sonate de Debussy à Debussy lui-même, et qui a fait construire, grâce à 2 copains de régiment, un violoncelle avec des caisses sur des boîtes de caisses de munitions et des boîtes de portes, et qui joue comme ça sur le front, et qui donne l'espoir à ses amis du front. Et dans toutes les époques, la musique est présente. Elle est présente de toute façon dès les premiers hommes. C'est toujours frappant et toujours passionnant de se dire comment la musique est apparue, en fait. Puisque, en fait, la musique est apparue sans doute par les bruits de pas de l'homme, par ses propres bruits du corps, le bruit du cœur, etc. Mais aussi peut-être en soufflant dans un roseau ou en tapant sur un squelette d'animal mort, etc. Et qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, il y a eu cet enthousiasme, il y a eu cette espèce d'hallucination presque, de côté hypnotique de la musique. Qu'est-ce qui crée ce plaisir de la musique? Et c'est toute la question de ce pourquoi de la musique qui me semble essentielle quand on est un musicien, pianiste ou compositeur. Aujourd'hui, vous, Pascal Amoyel, vous avez décidé de consacrer entièrement votre vie à la musique. On le voit, à 17 ans, vous avez un bac scientifique, mais vous allez enchaîner avec des études, obtenir une licence de concert à l'École normale de Paris. Les premiers prix de piano de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Vous donnez lauréat des fondations Menuhin et Xifra. Vous allez remporter le premier prix au concours international des jeunes pianistes de Paris. Vous avez une grande carrière internationale. Vous vous êtes produit sur les plus grandes scènes du monde entier. Vous avez donné de multiples représentations sur les traces de votre maître, notamment sur Liszt. Et puis vous êtes multidistingué, notamment de la victoire de la musique en 2005 dans la catégorie Révélation soliste instrumentale de l'année, et j'en passe tellement il y en a à dire. Qu'est-ce que vous direz que vous avez envie de dire dans la musique, mais que vous ne dites pas forcément avec des mots? Qu'est-ce qui prédomine dans votre œuvre à vous et votre interprétation aujourd'hui sur scène? C'est pas facile comme question, parce qu'en fait, c'est lorsqu'on joue de la musique,
on est porté par quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable. Et je pense en tout cas que l'œuvre et la vie sont intimement liées. C'est-à-dire que il n'y a pas simplement que l'esthétique. L'esthétique est le parfum de quelque chose de beaucoup plus profond. Et lorsque je joue une œuvre de Chopin, par exemple, il y a non seulement la vie de Chopin elle-même, traversée par énormément de tourments, mais aussi quelque chose de l'ordre qui s'identifie à ce destin proprement parlé, et aussi finalement au destin de l'humanité tout entière. Donc quand on joue de la musique, on joue vraiment sa vie, et pour moi, il n'y a pas simplement la musique pour la musique, c'est vraiment la musique qui provient d'une source non identifiable, mais que l'on peut soi-même identifier uniquement après, lorsqu'on joue en fait. Lorsque l'on joue, lorsque l'on compose, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas de l'ordre de l'intellect, c'est quelque chose qui est vécu. C'est pas je joue, mais je suis vécu, je suis joué d'une certaine manière, et c'est quelque chose d'éminemment spirituel. On va alors venir vous voir sur scène où on vous voit fusionner avec Georgie, hein, c'est comme ça, Xifra, pour devenir un seul et même homme sur scène. Quelques instants avant d'entrer, on vous voit, hein, Pascal Amoyel, chercher, retrouver dans cette partition le début de cette émission, hein, cette enveloppe qui vous est adressée au 16 rue Ampère. On vous voit replonger dans le souvenir des premières rencontres avec votre maître, dont vous devenez finalement l'un des rares élèves. Et sur scène, on vous voit alors peut-être dans une quête de la musique comme il l'était. Je pense qu'il y a cette volonté de le retranscrire. Vous êtes devenu, comme lui, un pianiste de renommée internationale. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des héritiers spirituels de Xifra. Est-ce que c'était le but de votre vie ou ça l'est devenu? Pas du tout. C'est pas du tout le but. Je me serais bien gardé de cette prétention-là. C'est simplement que voilà, Xifra a énormément compté pour moi, donc ça se ressent. Et j'ai voulu faire effectivement un spectacle qui soit vraiment un spectacle pour tous les publics. Parce que ce qui est aussi très important pour moi, c'est cette notion d'accessibilité, et que ce soit pas simplement les mélomanes, et que qu'on soit mélomane, pas mélomane, jeune, moins jeune, etc. À travers un spectacle comme celui-là, on retrace ce destin absolument extraordinaire de Xifra, et qu'il soit vraiment donné à tous de goûter à la musique et goûter aussi aux récits qui sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Pour ce faire, il faut venir voir votre spectacle musical Le Pianiste aux 50 doigts. C'est à la grande salle du théâtre Montparnasse, jeudi et vendredi à 19h et le samedi à 15h30, dimanche à 18h. Et cela dure 1h20. Restez avec nous, on continue cette émission après la pause dans un instant. Mes chroniqueurs et mes intervenants pour parler d'Israël, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel de titres avec Etanil Belaïch. Bonjour à tous. 17e jour de guerre en Israël et alors que les alertes à la bombe retentissent à Beersheva comme à Haïfa, l'armée israélienne affirme que le système de défense aérienne du Dôme de Fer a abattu un drone qui est entré dans l'espace aérien israélien depuis le Liban via la mer. Le drone a été intercepté au sud de la ville d'Akko. Tsahal précise également qu'elle a attaqué une cellule terroriste qui prévoyait de lancer des roquettes dans la région du Mont Dov, près de la frontière libanaise. L'armée israélienne qui intensifie ses frappes contre la bande de Gaza. Dans le même temps, les États-Unis conseillent à l'État hébreu de retarder son entrée dans l'enclave pour éviter une nouvelle guerre avec l'Iran et le Liban. La confiance dans le gouvernement israélien tombe à son plus bas niveau depuis 20 ans. Seul un juif israélien sur 5 et à peine un arabe israélien sur 10 déclarent avoir confiance dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou 2 semaines après l'attaque du Hamas du 7 octobre. C'est ce qu'affirme un sondage de l'Institut israélien pour la démocratie. Les visites de chefs d'État du monde entier pour soutenir Israël se poursuivent, avec aujourd'hui le déplacement du chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis. Le président français Emmanuel Macron est également attendu demain dans le pays. Enfin, un débat sur la situation au Moyen-Orient va se tenir à l'Assemblée nationale d'ici une trentaine de minutes. Le gouvernement viendra réaffirmer sa position sur la guerre Israël-Hamas avec l'espoir que prévale l'esprit d'unité dans l'institution.
Et merci beaucoup, Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et c'est la suite de notre émission sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Le 7 octobre 2023, Israël a été victime d'un massacre d'une ampleur inédite depuis la Shoah. Mardi 24 octobre, soirée Radio J de mobilisation contre le terrorisme pour la libération des otages du Hamas et pour la paix en présence de nombreuses personnalités politiques. François Hollande, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Sylvain Maillard, Olivier Véran, Gabriel Attal, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Jean-Paul Mattei, Jérôme Guedj, Clément Beaune, Cyrielle Châtelain ou encore Boris Vallaud. Le mardi 24 octobre à partir de 19h, salle Colbert à l'Assemblée nationale, Radio J se mobilise pour Israël. Mobilisons-nous pour Israël. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour une émission spéciale Israël sur Radio J. Dans cette partie, on ouvre à présent une page sur les actions menées en France pour aider la population israélienne et on reprend avec nous par téléphone Kelly Zitoun. Bonjour Kelly. Bonjour Cyrielle. Bonjour, vous êtes présidente de l'association Tipat Mazal, extrêmement active et relayée sur les réseaux sociaux en temps normal. En quoi consiste votre association ? Alors, l'association consiste à reloger des gens, des familles, dans le besoin, en leur donnant des colis alimentaires, en les réinsérant, en leur donnant un petit brin de chance. C'est très joliment dit. On se souvient de ce magnifique film avec Zava Ben. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de votre intervention en Israël? Parce que je sais que vous vous êtes beaucoup adapté à la situation, à la guerre entre Israël et le Hamas ces derniers jours. Exactement. Alors, il faut savoir tout d'abord que c'est mon pays. C'est pour ça que j'ai voulu, même si je me trouve à Paris, Israël, c'est tout pour moi. Et je pense que pour toute la communauté. Et donc, en fait, on a voulu directement aller tous se mobiliser, toutes les synagogues, et m'ont aidé aussi, et se sont mobilisés par rapport à ça. Et donc, on a récupéré un hangar, on a mobilisé tous les donateurs, et on a fait partir beaucoup de choses aux familles et à Tzahal directement en Israël. Alors, je sais que votre première démarche, d'abord, ça a été de reloger des familles qui étaient qui étaient autour de Gaza et Ashkelon également, parce qu'on sait que les bombardements ont été assez violents, notamment sur Ashkelon. Exactement. On a relogé 23 familles qui étaient sur Ashkelon. On a réussi à avoir aussi, on a mis des médecins, pardonnez-moi, qui sont actuellement aux frontières du drame. On a mis aussi en place une cellule de psychologique 24/24 pour les habitants d'Israël qui ont vécu le drame. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, je pense que... vous êtes associé avec des médecins qui sont actuellement à la frontière du drame et ça a été très important pour vous aussi d'envoyer une équipe de bénévoles en Israël, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Il y a des bénévoles aussi qui sont sur place, qui sont partis directement de Paris et qui réceptionnent à chaque fois toutes les valises qu'on envoie, vont directement voir les familles qui ont été relogées à Tel Aviv, donc les familles d'Ashkelon, parce qu'il y a des bébés, il faut savoir qu'il y a des personnes âgées, il y a beaucoup de monde qui est sur place, et c'est vrai que déjà toute la population israélienne sont sur place et s'en occupe, mais c'est vrai qu'on a fait partir quand même 50 bénévoles directement, et ils sont sur place pour les aider, pour aider la population. Vous avez beaucoup de donateurs en ce moment, Kelly Zitoun? Oui, tout à fait. Des gens que je connaissais même pas, qui m'ont contacté de partout parce qu'on a été les premiers sur Paris-Île-de-France à avoir un conteneur en bateau. Et donc, toutes les synagogues se sont reliées et se sont rejoints à nous. Et on a fait partir énormément de palettes d'hygiène, de médicaments, d'habillements pour Tzahal. Des valises, il y en a eu 77 quand même qui sont partis, qui sont arrivés grâce à Dieu. Et un bateau aussi rempli de nourriture, de vêtements neufs.
de soins d'hygiène pour bébés, de santé. Aujourd'hui, est-ce que on vous demande encore, est-ce que justement vos bénévoles sur place vous demandent éventuellement des choses supplémentaires ou de l'argent supplémentaire pour que eux puissent acheter des choses pour les Khayalim ou même pour les familles endeuillées sur place ou les familles qui ont besoin parce qu'elles ont laissé leur maison? Est-ce que vous voulez lancer un appel sur le fait que vous ayez besoin de quelque chose en plus? Oui, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Il manque des sacs de couchage, il va nous manquer de lampes frontales, il va nous manquer de téléphones, de petits téléphones portables, de montres Swatch, de valises pour les faire partir, de vêtements chauds, des polaires. Enfin, il nous manque énormément de choses, même aussi des gants tactiques. Alors, ce que vous dites là, on ne l'a pas entendu jusqu'à maintenant et ça résonne assez bien parce qu'on sait que toute la communauté juive, enfin une majorité, s'est levée pour le Maroc, pour donner de l'argent aux Marocains. Et justement, c'est une bonne chose. Est-ce que les gens qui veulent vous donner des vêtements peuvent le faire et comment on peut le faire? Oui, bien sûr. Alors, ils peuvent le faire. Pour me donner des vêtements, par contre, il faut qu'ils soient neufs. Malheureusement, les avions ne prennent pas sans étiquette, parce qu'avec tout ce qui se passe en France, ils ont peur qu'on ramène des bêtes de lit. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est très strict. Donc oui, on peut tout récupérer, vraiment. Mais il faut que ce soit des vêtements neufs. Exactement, c'est bien ça. D'accord. On pourra me joindre, si je peux me permettre de laisser mon numéro. Bien sûr, je vous en prie. Alors, c'est le 06 09 22 22 13. C'est ma ligne directement. Donc, ceux qui veulent aider, il y aura aussi des CERFA qui seront remis à toutes les personnes qui nous aideront. Comme ça, on fera des CERFA aux donateurs. C'est important de le dire. Pour vous contacter, donc, Kelly Zitoun, président de l'association Tipat Mazal, 06 09 22 22 13, 06 09 22 22 13. Et redites-nous encore tout ce dont vous avez besoin pour le redire encore une fois à nos auditeurs. Alors, il va falloir des gants tactiques, des genouillères. Il va falloir aussi des polaires chauds. Ils nous ont demandé des cigarettes, ils nous ont demandé des petits téléphones, ils nous ont demandé des montres Swatch. Il nous faudrait aussi des valises, il nous faut aussi des cache-cous, des bonnets, des gants en laine, des caleçons, des culottes, des brassières pour les femmes aussi, sans les oublier parce qu'il y a des filles de l'armée aussi là-bas. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, il y a d'autres petites choses, mais c'est vrai que je pense qu'on a fait le tour pour le moment. C'est l'essentiel, et des sacs de couchage et des valises pour transporter. Et donc, on rappelle que vous avez la possibilité, vous, d'envoyer en Israël avec des conteneurs, hein, on est d'accord, qui partent en bateau pour Israël. C'est important de le dire parce qu'on se pose beaucoup la question de savoir si on peut envoyer par avion et pas tout le monde a la possibilité de le faire. Donc, c'est bien que vous puissiez le dire à nos auditeurs. Parfois, certains ont été un petit peu bloqués ou en tout cas, on ne peut pas envoyer autant de marchandises que voulu. Merci beaucoup, Kelly Zitoun, président de l'association Tipat Mazal. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite avec nous en visio, Aurélie Assouline. Bonjour Aurélie. Bonjour Cyrielle. Vous êtes maire adjointe à la mairie du 17e, secrétaire départementale adjointe à la Fédération Les Républicains de Paris et surtout cofondatrice française du collectif du 7 octobre fondé avec Myriam Ederi en Israël. C'est un collectif composé de citoyens français, d'Israéliens qui résident en France. Et ce collectif s'est formé en réponse aux événements tragiques qui se sont produits en Israël le 7 octobre dernier. Quelle est la politique de ce collectif ? Tout à fait. Alors, déjà pour rappeler un petit peu la genèse de ce collectif, on s'est tous retrouvés consternés et sidérés par les attaques du 7 octobre et on a tous observé la montée d'un cran de l'horreur sur les actions de ces terroristes, notamment via les kidnappings. Et en tant que citoyenne et non pas en tant qu'élue, en tant que citoyenne au cœur meurtri, je me suis sentie obligée d'agir pour le retour rapide des otages. On a tous en tête Gilad Shalit qu'on a eu du mal à récupérer. On a mis 5 ans et c'est juste inadmissible d'envisager 5 années. On parle aujourd'hui de personnes âgées, de bébés, d'enfants, de parents, de personnes, beaucoup de personnes. Et c'est juste inadmissible d'envisager plus de temps que ce qu'on vient déjà de traverser ces 2 dernières semaines. Donc on veut vraiment agir. D'abord, il faut savoir qu'on s'inscrit dans un cadre mondial. On ne fait pas ça tout seul.
Évidemment, je fais ça avec Myriam Ederi, qui est ici en France, mais qui est franco-israélienne. Et nous travaillons avec l'agence Girafe et les artistes Taluber, Mitz et Dédé Bandaïd, qui sont à New York et qui ont designé les affiches que vous voyez un petit peu partout placardées pour rappeler qu'il y a des kidnappés, des otages. Nous travaillons aussi avec l'association des familles en Israël, donc Kidnap from Israel et Bring Them Now, qui nous autorise au fur et à mesure à placarder les visages de leurs familles. Voilà, et ça c'est vraiment la genèse de ce collectif qui réunit plus de 200 personnes engagées, et je tiens à le préciser, pas que des juifs, parce que ça ne nous concerne pas nous que les juifs. Et voilà. Donc vous faites très bien de le préciser, Aurélie Assouline. En effet, c'est très important de savoir que la communauté juive est très soutenue. On l'entend, votre collectif, il se veut tout à fait apolitique. Vous défendez des valeurs républicaines, celles de la liberté, et vous condamnez les attaques terroristes perpétrées par l'organisation du Hamas. Je voudrais savoir, quelle est votre mission spécifique sur ce collectif ? Bien sûr, alors il faut voir deux grilles de lecture. La première, c'est sensibiliser le grand public, sortir les otages des chiffres et les replacer sur la carte de l'humanité, parce que ce sont des êtres humains. Donc sur le site internet, vous aurez non seulement accès au PDF avec toutes les fiches des kidnappés que vous pouvez imprimer et utiliser comme bon vous semble, toujours en restant en sécurité, je le précise. Chaque otage a une page sur le site. Donc il y a un travail de fond qui est fait avec les familles, parce qu'on veut absolument que tout le monde puisse savoir qui sont ces personnes. Est-ce que ce jeune homme aimait jouer au foot? Dans quelle équipe? Quels étaient ses projets pour le mois prochain? Quelles sont les dernières vacances qu'il a fait? Quelles sont ses études? On veut vraiment quels sont les engagements associatifs qu'ils ont. Ce sont des personnes, ils ont une vie qu'on vient de leur stopper, je l'espère pour pas plus longtemps que ça. Et on veut absolument que tout le monde puisse se rendre compte de qui ils sont. En revanche, on ne veut pas entraver le travail du gouvernement ni du Quai d'Orsay. On ne veut pas faire d'ingérence avec le gouvernement israélien. On veut leur faire confiance. On veut surtout dire aux familles et aux otages, si jamais ils arrivent à nous entendre ou à avoir des bribes d'informations qui leur arrivent, qu'on ne les oublie pas. C'est important. Et la deuxième grille de lecture que je voudrais qu'on ait en tête, c'est rappeler au monde que ce n'est pas le combat des Israéliens ou des Juifs. Nous voulons être des combattants du monde libre, la lumière face à l'obscurantisme. On veut absolument que tout le monde se rende compte qu'au-delà du combat pour les personnes, c'est un combat idéologique. C'est une guerre de nos civilisations diverses et variées face à une idéologie mortifère, destructrice, dévastatrice, qui est en pleine expansion, qui nous touche tous, qui a déjà touché un peu partout dans le monde. Il faut pas l'oublier. C'est pas les premiers attentats terroristes qui existent. On en parle. Je veux juste vous rappeler que pour vous donner vraiment la compréhension, c'est que j'ai même pas envie de dire ces gens, mais ces inhumains ont filmé pour que le monde sache ce qu'ils étaient en train de faire et pour qu'on sache qu'il y a des otages. Parce qu'à ce jour, il y a tellement eu de morts qu'on serait encore en train de chercher s'il y a des personnes qui manquent à l'appel. On ne le saurait pas. Ils voulaient qu'on sache qu'il y a des otages. Et je ne veux pas qu'on participe à la surenchère de leur prix. Je veux juste qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas et que tout l'Occident se mette derrière Israël face à cet obscurantisme pour ce combat-là. Voilà, c'est vraiment notre mission première. Le monde libre a les mêmes ennemis qu'Israël et c'est vraiment le message qu'on veut passer. Et les otages, malheureusement, le chiffre est monté encore aujourd'hui. 222 otages dans la bande de Gaza, des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards, comme on le disait. Justement, c'est très fort ce que vous venez de nous dire, Aurélie Assouline. Et justement, vous avez mis en place plusieurs actions avec ce collectif 7 octobre, des actions fortes. On l'a vu ces derniers jours et notamment hier avec cette grande table que vous avez montée. J'ai très envie que vous nous en parliez avec justement ces assiettes vides, ces chaises vides avec ces photos placées derrière, comme on le voit parfois lors de mariages malheureusement. Sauf que là, ces gens-là manquent à l'appel. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions. Vous avez notamment demandé, je crois, à ce que chaque personne dans une table de Shabbat laisse une assiette en plus pour se souvenir. C'est très très fort. Et pour avoir la volonté que ces gens reviennent, quelles sont les actions que vous avez faites ces derniers jours ? Alors, je voudrais revenir sur l'action de la table de Shabbat. Ce n'est pas la table de Shabbat. Nous voudrions, non pas c'est nous voudrions que tous les Français, de manière laïque, sans regarder la religion de qui que ce soit, que tout le monde pense à ces otages,
mais aussi à nos compatriotes franco-israéliens, et qu'à n'importe quel repas de famille, peu importe le jour de la semaine, que tout le monde mette une assiette pour penser à eux, qui sont en ce moment, on ne sait pas où, on ne sait pas dans quel état, on ne sait pas comment. Je ne veux pas qu'on les oublie. Et c'est vraiment un appel à absolument tous les Français, voire même tout le monde entier. Chaque repas de famille, rajouter une assiette. Alors ça, c'est vraiment le message que je voulais passer. Sur les actions, effectivement, il y a des actions d'affichage de manière sauvage, mais on voudrait rester dans un cadre légal. Donc c'est un collectif qui s'est créé il y a une semaine, donc ça va très vite. Tout le monde a envie de s'engager. Mais vous êtes très soutenu. Vous êtes très soutenu notamment par l'UEJF. Par l'UEJF, par le CRIF, par Alliance, on travaille. En fait, on n'a pas du tout l'intention de chapeauter les actions des associations. On veut leur donner les éléments, les moyens, cadrer le cadre légal et sécuritaire, leur donner les moyens. Et toute action est bonne à prendre et à faire. Donc chacun a ses initiatives, tout le monde a ses initiatives. Nous, on fournit les informations sur les otages. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas, on prend pas en charge ce malheureux événement à nous seuls. Toutes les actions sont mêlées. J'ai pas eu le temps de contacter tout le monde. Nous n'avons pas eu le temps de contacter tout le monde. Mais en tout cas, on peut vous contacter à vous. En tout cas, on peut vous contacter à vous. C'est important de le savoir. Justement, c'est un appel aujourd'hui. Il y a eu plusieurs opérations, interventions ces derniers jours que je tiens à rappeler, notamment lundi 16 octobre. Une déambulation de motards a eu lieu à l'initiative de Jonathan Béard à la place du Trocadéro jusqu'à République. Et vos affiches ont pu être placardées. Il y a de nombreuses associations aujourd'hui encore qui sont d'une part à Paris, mais aussi à Lille, Strasbourg et Toulouse qui font appel à vous. Est-ce que vous avez un autre appel à lancer, Aurélie Assouline? Est-ce que vous avez besoin de choses, de moyens? Comment on peut faire pour vous aider? Est-ce que vous voulez des bénévoles? C'est à vous de nous le dire. On aura toujours besoin de bénévoles. On veut que tout le monde puisse trouver sa place dans ce collectif. Il y a une multitude d'initiatives qui peuvent être imaginées, qui peuvent être prises. Il n'y a pas de hiérarchie à la verticale. Chacun propose, on cadre quand c'est nécessaire. Tous ceux qui ont envie d'agir pour les otages, sans entraver le gouvernement, sans entraver le Quai d'Orsay, mais pour passer ces deux messages que j'ai évoqués, c'est-à-dire réhumaniser ces otages et se battre avec l'ensemble des Français contre ce combat idéologique, contre cette idéologie, tout le monde est bienvenu, sans aucune limite. Merci beaucoup. Et surtout, aller au-delà des Juifs, ce n'est pas un combat que pour les Juifs. Et je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup Aurélie Assouline. Je rappelle qu'on peut vous contacter notamment par mail sur presse@collectif7octobre.org. Vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. Collectif 7 octobre sur Facebook. Sur Twitter, c'est 7 octobre. Instagram, Collectif 7 octobre également sur TikTok et sur YouTube sous ce nom-là. Et puis voilà, le site internet, je le rappelle, collectif7octobre.org. Merci beaucoup Aurélie Assouline, maire adjointe à la mairie du 17e et secrétaire départementale adjointe à la Fédération Les Républicains de Paris, mais aussi cofondatrice française du collectif du 7 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans cette même volonté, je voulais donner également ce message, volonté de diffusion des visages et des victimes. Je voudrais mettre à l'honneur cette initiative par Julien Baloul, Parole de survivants. On en a beaucoup parlé, mais je le rappelle aujourd'hui, qui rassemble en français des récits, témoignages de survivants des massacres du Hamas sur les réseaux sociaux et que l'on retrouve sur X, nouveau compte Twitter, sur survivants au singulier Israël, sur Instagram, parole.2.survivants au pluriel, sur Facebook, survivants israéliens au pluriel, sur TikTok, parole.2.survivants au pluriel et sur YouTube, survivants israéliens. Voilà, c'était important pour moi de le faire. Tout de suite, c'est la chronique Flashback Cinéma avec Corentin Le Guinadjar. Bonjour Corentin, et puis aujourd'hui on va adapter cette chronique à notre invité Pascal Amoyel. Exactement, bonjour Cyrielle, bonjour Pascal Amoyel. J'avais cette petite réflexion en écoutant la première partie de cette émission. Vous savez, parfois la musique a ce don unique de pouvoir rythmer notre quotidien. C'est avec elle que l'on revit des souvenirs, c'est par elle que l'on s'apaise. Un cocktail de multiples notes et mélodies qui nous transcendent et semblent, l'espace d'un instant, rendre le monde plus beau. Avec son film Le Pianiste, adapté du roman du même nom, le réalisateur Roman Polanski nous plonge dans la vie d'un jeune homme qui avait la musique au bout de ses doigts. Un survivant. Le Pianiste, c'est avant tout l'histoire d'un véritable témoin qui assiste de ses propres yeux
à l'extermination des siens. Władysław Szpilman, jeune juif polonais et pianiste officiel de la radio polonaise, figure du monde culturel varsovien. Flashback, le film nous renvoie en septembre 1939, aux premières heures de la Seconde Guerre mondiale, en plein cœur de Varsovie, la ville martyre du déferlement nazi. Ville qui compte à ce moment-là une importante communauté juive menacée par l'invasion allemande en Pologne. Près d'1 million de juifs polonais qui se retrouvent en quelques mois sous le feu des restrictions. Après son offensive et son annexion d'une partie de la Pologne, l'Allemagne nazie fait adopter plusieurs décrets ciblant les personnes juives. Interdiction de s'asseoir sur les bancs publics, rejet de certains lieux ou encore obligation de porter un brassard blanc avec une étoile bleue pour se rendre plus identifiable en tant que juif. En octobre 1940, les 440 000 juifs sont parqués dans un ghetto étendu sur 300 hectares et délimité par un mur de 3 mètres de haut pour 18 km de longueur. Une poignée de semaines suffit pour que froid et famine déciment une partie des habitants du ghetto. Les survivants finissent pour la plupart déportés en train vers le camp de Treblinka, plus au nord de la Pologne, à partir de l'été 1942. Et heureusement, certains parviennent à y échapper de justesse. Et voilà ce qui nous amène à notre personnage central, qui a d'ailleurs réellement existé, Władysław Szpilman. Il écrit son autobiographie en 1946 pour y décrire la façon dont il a pu échapper de peu à l'extermination, contrairement au reste de sa famille. Ici, notre virtuose du piano, Szpilman, est incarné par l'acteur américain Adrian Brody. De vedette musicale adulée dans son pays, il devient, comme les siens, la cible de l'Allemagne nazie. Pourtant prêt à jouer les anticonformistes, il n'est pas de taille à résister face à cette oppression. Désœuvré, impuissant, Władysław Szpilman assiste à la cruauté et la brutalisation sans pouvoir y mettre un terme. C'est sa célébrité qui lui évite de peu de monter dans le wagon pour un aller simple vers les camps. De nombreux mois de cachette plus tard, affamé, le teint blafard et la silhouette amaigrie, Adrian Brody, dans la peau de Szpilman, fait une ultime rencontre. Celle que l'on n'oublie pas. Celle qui, grâce à l'amour de la musique, lui laisse la vie sauve pour de bon. Largement salué par la critique, le film sorti en 2002 remportera une Palme d'Or et pas moins de 7 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Adrian Brody. Le pianiste, une histoire puissante et simple d'un artiste solitaire qui peine à garder espoir et survivre face à l'horreur pour continuer à jouer ses plus beaux airs de piano. Puisque d'ailleurs, comme vous l'avez dit Pascal Amoyer en début de cette émission, quand on joue sa musique, on joue sa vie. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar. Est-ce que ça vous fait réagir tout ce qui vient d'être dit, Pascal Amoyel? Totalement. Le film Le Pianiste, c'est un des plus beaux films qui existent. Et d'ailleurs, la vie de Sifra s'apparente beaucoup à celle de Szpilman. Il lui arrive à peu près la même chose, sauf qu'il n'est pas juif, mais il traverse aussi bon nombre d'épreuves, et notamment avec ce général allemand qui un jour le découvre et lui dit « Mais qu'est-ce que fait un homme de votre valeur ici alors qu'il est interné? Venez avec moi. » Et c'est là où il sait que il pourra pas dire... Il sait que d'avance qu'il a du sang Dzigan en lui et qu'il est obligé de voler cette locomotive pour arriver pour aller chez les Russes. Et d'ailleurs, dans ce spectacle, le Nocturne qu'on a entendu là, qui est joué, je crois que c'est la musique un peu récurrente de tout le film, je le joue en bis, un petit peu comme un clin d'œil à Szpilman. Et ben voilà, c'était bien choisi, bien trouvé. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar. Et je rappelle votre spectacle musical Pascal Amoyel, Le Pianiste aux 50 doigts, à la grande salle du théâtre Montparnasse. Et le jeudi et vendredi à 19h, le samedi à 15h30 et dimanche à 18h. Et le spectacle dure 1h20 de bonheur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Amoyel. Merci encore. Allez-vous rester encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, 2 titres coup de cœur du jour. Et puis notre experte Sandy Boulanger pour le mot de la fin. Mais tout de suite, c'est une petite pause musicale d'abord, pub, et puis le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J.
15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Israël vit des moments dramatiques. Nous ressentons tous le besoin d'agir. Le Keren Hayesod, organisation officielle de collecte pour Israël, a créé un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Capable d'intervenir en 48 heures, il permet de répondre immédiatement à leurs besoins, tant sur le plan psychologique que matériel. Trop de vies ont été brisées. Aidons-les à se reconstruire. Faites votre don sur keren-hayesod.fr ou par chèque au 152 avenue de Malakoff, 75 116, Paris. Le 7 octobre 2023, Israël a été victime d'un massacre d'une ampleur inédite depuis la Shoah. Mardi 24 octobre, soirée Radio J de mobilisation contre le terrorisme pour la libération des otages du Hamas et pour la paix en présence de nombreuses personnalités politiques. François Hollande, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Sylvain Maillard, Olivier Véran, Gabriel Attal, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Jean-Paul Mattei, Jérôme Guedj, Clément Beaune, Cyrielle Châtelain ou encore Boris Vallaud. Le mardi 24 octobre à partir de 19h, salle Colbert à l'Assemblée nationale, Radio J se mobilise pour Israël. Mobilisons-nous pour Israël. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 17e jour de guerre en Israël et alors que les alertes à la roquette ont retenti à Beersheva comme à Haïfa il y a un peu moins d'une heure, l'armée israélienne affirme que le système de défense aérien du Dôme de Fer a abattu un drone qui est entré dans l'espace aérien israélien depuis le Liban via la mer. 2 drones lancés depuis la bande de Gaza ont également été interceptés. Tsahal précise par ailleurs qu'elle a attaqué une cellule terroriste qui prévoyait de lancer des roquettes dans la région du Mont Dov près de la frontière libanaise. Tsahal fait donc pleinement usage du Dôme de Fer, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Des tirs de roquettes qui ont donc repris sur Israël à la mi-journée après 14 heures d'accalmie. Des tirs qui ont visé les localités frontalières de Gaza, Ashkelon et Beersheva, sans faire de blessés. Et depuis une demi-heure, une alerte à l'incursion aérienne au-dessus de Nir Oz et Ein Abessor, 2 communautés frontalières de Gaza. Sur le front nord, une batterie Dôme de Fer a donc intercepté à la mi-journée une cible suspecte au-dessus de la Haute-Galilée, près du kibbutz Dan. Et la vigilance reste d'ailleurs maximale sur la frontière libanaise où Israël a éliminé hier 8 commandos du Hezbollah qui tiraient ou s'apprêtaient à tirer sur Israël. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, et le dernier bilan du ministère de la Santé israélien fait état de plus de 1400 morts et plus de 5400 blessés en 17 jours de guerre. Le nombre d'otages est également en hausse. Il s'élève désormais à 222 personnes retenues en otage par le Hamas. Tsahal intensifie ses frappes contre la bande de Gaza. Sur le terrain, l'armée israélienne qui se prépare depuis le début du conflit à lancer une offensive terrestre pour anéantir le Hamas a intensifié hier ses frappes contre l'enclave. Les États-Unis conseillaient Israël de retarder l'entrée à Gaza pour éviter une nouvelle guerre avec l'Iran et le Liban. La confiance dans le gouvernement israélien tombe à son plus bas niveau depuis 20 ans. D'après un sondage de l'Institut israélien pour la démocratie, seul un juif israélien sur 5 et à peine un arabe israélien sur 10 interrogés déclarent avoir confiance dans le gouvernement du Premier ministre Binyamin Netanyahou. 2 semaines après l'attaque du Hamas du 7 octobre, il y a 4 mois, en juin, c'était près d'un juif israélien sur 3 et 2 arabes israéliens sur 5 qui accordaient leur confiance à l'exécutif. Les visites de chefs d'État du monde entier pour soutenir Israël se poursuivent avec aujourd'hui le déplacement du chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis. Le Premier ministre grec est arrivé à Tel Aviv ce matin. Il a rencontré le Premier ministre Binyamin Netanyahou il y a un peu plus de 3 heures. On écoute donc Kyriakos Mitsotakis. Nous soutenons le droit d'Israël de se défendre en accord avec le droit international et nous faisons une distinction claire entre le Hamas et les Palestiniens. Et nous continuerons à vous soutenir en espérant que quoi qu'il se passe, cela se passe sans trop de dégâts humanitaires. Mais vous pouvez compter sur notre soutien à vos côtés.
C'était donc Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec en fin de matinée, aux côtés de Binyamin Netanyahou. Le président français Emmanuel Macron est également attendu demain en Israël pour rencontrer le chef du gouvernement israélien. Une visite qui intervient alors qu'une trentaine de Français sont morts depuis l'attaque du Hamas contre les Israéliens le 7 octobre dernier. Par ailleurs, 7 de nos compatriotes sont toujours portés disparus. Le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Rishi Sunak se sont eux déjà rendus dans le pays la semaine dernière. Enfin, un débat sur la situation au Moyen-Orient est organisé à l'Assemblée nationale. Il vient de commencer. Objectif pour la première ministre Elisabeth Borne, réaffirmer la position du gouvernement sur la guerre Israël-Hamas. Les présidents de groupe lui répondront dans la foulée. Le débat se tient au lendemain d'un déplacement en Israël de la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet. Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon l'a accusé de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza en postant une vidéo d'une manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue hier à Paris sur le réseau social X. Face à la gravité de la situation, la ministre des Affaires étrangères veut croire que l'esprit d'unité et le sens des responsabilités prévaudront au cours de ce débat. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause et on poursuit notre émission sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre numéro exceptionnel, Israël, la guerre maintenant. Comment Israël prépare sa riposte au Hamas? Le rôle des États-Unis, la menace d'un embrasement avec l'Iran en arrière-scène. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Le 7 octobre 2023, Israël a été victime d'un massacre d'une ampleur inédite depuis la Shoah. Mardi 24 octobre, soirée Radio J de mobilisation contre le terrorisme pour la libération des otages du Hamas et pour la paix en présence de nombreuses personnalités politiques. François Hollande, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Sylvain Maillard, Olivier Véran, Gabriel Attal, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Jean-Paul Mattei, Jérôme Guedj, Clément Beaune, Cyrielle Châtelain ou encore Boris Vallaud. Le mardi 24 octobre à partir de 19h, salle Colbert à l'Assemblée nationale, Radio J se mobilise pour Israël. Mobilisons-nous pour Israël. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci beaucoup de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui qui est resté avec nous. J'ai réussi à le garder, Pascal Amoyel, pianiste pour son spectacle musical Le Pianiste aux 50 doigts à la grande salle du théâtre Montparnasse. Tout de suite, c'est le portrait psychologique. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Juste avant le coup de cœur, aujourd'hui exceptionnellement, on a pour habitude de débriefer tout à la fin ces minutes passées ensemble. On va le faire dès maintenant avec vous, Sandy Boulanger. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Pascal Amoyel. Alors oui, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. C'est d'autant plus touchant que quand je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de votre portrait et de cette rencontre que vous nous avez offert, vous êtes tout de suite resté, bien sûr, malgré votre emploi du temps très chargé. Alors merci beaucoup. J'espère que je vous ai bien entendu et qu'on a tous bien entendu les messages que vous nous avez offerts aujourd'hui. Face à l'actualité, vous nous avez partagé que l'émotion qui était présente pour vous, c'était quelque chose de l'ordre de l'innommable. Et on a bien entendu tout au long de votre interview que vous avez besoin de la musique aussi pour faire passer ces émotions, surtout celles qui sont intenses. Vous nous avez dit qu'il était important de passer par l'art, la musique, pour dire ce que l'on ressent, surtout dans cette période, oui.
Dans l'improvisation, à vos débuts, quand vous étiez jeune, vous dites que vous en avez été ravi parce que vous étiez plus libre longtemps dans vos interprétations avant d'être entouré par le solfège et l'autre cadre un peu plus strict. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit qu'il y a une partie peut-être un peu plus rebelle et sauvage à l'intérieur de vous, mais vraiment bien enfouie, mais qui est cette partie joyeuse que vous pouvez avoir. Et je pense aussi qu'il est dans cette générosité que vous avez à pouvoir partager ce que vous connaissez. Jouer de la musique, vous nous avez dit, c'est sacré. C'est jamais gratuit. C'est pour dire quelque chose d'essentiel, de divin, mais au sens spirituel du terme. Alors on imagine bien que vous avez une gamme émotionnelle riche et intense en vous, Pascal. Si vous permettez que je vous appelle Pascal. Avec plaisir. Un vaste univers qui se voit pas forcément comme ça du dehors, mais que vous pouvez nous offrir comme ça, un peu comme des paillettes ou des choses, même si c'est interdit aujourd'hui les paillettes, comme quelque chose de l'ordre un peu du miracle et de l'intime. Vous êtes pudique, posé, très calme, avec une voix qui est envoûtante, qui est en même temps embarquante. Peut-être que vous avez besoin d'un piano pour vous dire. Peut-être que vos émotions ne se transmettent que du bout de vos doigts. Vous êtes un homme passionnant, captivant, généreux dans vos partages. Vous vivez le monde comme une quête de déchiffrage par la musique. Vous êtes humble aussi, jusque dans votre volonté de rendre accessible la musique à tous, pas seulement aux érudits. On sent en vous écoutant et en vous voyant que vous êtes dans votre monde, mais tellement dans le monde. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes un beau paradoxe aussi, mais pas dans le sens commun du terme, dans le sens grec, c'est-à-dire que vous êtes en fait une superposition de dimensions très différentes et qui fait de vous un être humain vraiment riche, essentiel et qui nous permettent à travers la musique de pouvoir vous retrouver et nous rassembler. Alors merci beaucoup pour tout cela. Et puis Cyrielle, par rapport à cette émission spéciale, eh bien nous continuons bien sûr pour mettre en avant des actions positives parce que c'est ce qui nous permet de gérer des périodes douloureuses, difficiles et insensées. Alors nous avons entendu Kelly Zitoun de l'asso Tipat Mazal qui s'est permis très rapidement de fédérer des gens pour reloger des familles, pour collecter des fonds, des biens, des médicaments, des cellules de soutien psychologique et même une équipe de Parisiens qui partent sur le terrain pour aider la population. Les besoins sont clairs et seront répétés encore. Les sacs de couchage, des valises, des lampes torches, des vêtements neufs avec étiquette. Vous voyez, les actions positives sont en train de se mettre en place. Et c'est par ces actions-là qu'on arrive à pouvoir chaque jour avancer et ne pas continuer à faire comme si, pas comme avant, mais toujours chaque jour de nouveau. Et puis nous avons entendu Aurélie Assouline avec le collectif 7 octobre. C'est un collectif mondial en soutien aux otages. C'est une sensibilité du grand public sur la part humaine des otages en partageant qui ils sont. Ça permet de fédérer en fait toute l'humanité, non pas seulement à une cause religieuse, mais à une cause humanitaire. Nous sommes tous des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs, ensemble, avec des actes symboliques que j'ai beaucoup aimés, cette assiette vide à table pour penser. Se souvenir, penser à, soutenir, ce sont les valeurs du judaïsme, mais pas que, ce sont les valeurs humaines. Alors je trouve que cette émission a eu beaucoup de sens entre l'art d'un côté, les actions de l'autre, et comment est-ce que ensemble on peut continuer à vivre au mieux ce que nous traversons. Merci beaucoup Sandy Boulanger. Merci et puis infiniment. je rappelle le contact de Kelly Zitoun, président de l'association Tipat Mazal, à contacter au 06 09 22 22 13 et idem pour Aurélie Assouline, cofondatrice du collectif 7 octobre, à retrouver par mail sur celui-ci presse@collectif7octobre.org ou encore sur tous les réseaux sociaux collectif 7 octobre. Merci beaucoup Sandy Boulanger et merci mille fois Pascal Amoyel d'avoir été avec Merci nous. Je beaucoup. rappelle votre spectacle musical Le Pianiste aux 50 doigts à la grande salle du théâtre Montparnasse, jeudi et vendredi à 19h, samedi à 15h30 et dimanche à 18h. Merci d'être venu nous voir. Merci infiniment. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 2 titres coup de cœur à vous faire partager aujourd'hui. Le premier, un projet musical bénévole très spécial dans lequel des enfants en Israël chantent et appellent le monde à se tenir à leur côté et à tout faire pour rendre les enfants kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier, dans l'espoir que tous les otages pourront bientôt rentrer chez eux et retrouver leur famille en bonne santé. On découvre.
We, the children in Israel, are going through very sad, scary, and difficult times. We wanted to ask you for only one thing. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So all I ask is stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. Stand by. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So all I ask is stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. All I ask is stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. 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 Stand by. Et vous l'aurez reconnu à l'origine, la chanson Stand By Me, interprétée par B.B. King, composée et écrite en 61 par lui-même avec Jerry Leiber et Mike Stoller. Vous pouvez alors retrouver cette reprise sur YouTube de Children of Israel are Calling, Stand By Me à partager. Et puis bien sûr, à chaque guerre, sa chanson, et Yael Golan l'a faite, elle s'appelle Am Israel High et indique que le peuple d'Israël s'en sortira vainqueur malgré toutes les épreuves. On écoute. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות, הקדוש
נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל חי. Am Israël Chai sur l'antenne de Radio J, le dernier titre d'Eyal Golan. Et puis, Sandy Boulanger, je vous ai en face de moi et vous vouliez rajouter quelques petites choses dans cette émission aujourd'hui. Hein. Oui, parce que forcément, vous connaissez mon attrait pour l'intime. J'avais envie de partager avec tous les auditeurs que lorsque Pascal Moyel est parti, je lui ai demandé si on pouvait se toucher les doigts, puisqu'il fait passer toutes ses émotions par ses doigts. Et je dois dire que c'était quelque chose de effectivement très touchant, si vous me permettez le jeu de mots, parce que cet homme d'une grande classe, qui a une grande culture, il est très accessible aussi quand on arrive à dépasser justement un peu cette barrière du non-verbal, où on voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez impressionnant physiquement aussi. Il est très calme. Donc, vous voyez, c'est rare que je demande à quelqu'un d'inviter ici si je peux l'appeler par son prénom. D'habitude, je m'autorise, vous le savez tous. Et j'ai été très touchée, effectivement, de cette possible intimité. Et je me dis que, voilà, son talent n'y est pas pour rien. J'avais très envie de vous relancer aussi sur quelque chose qu'on a beau savoir, mais qu'on a vu clairement de façon nette dans cette émission, c'est que l'art sauve. Oui, complètement. Surtout quand on traverse des choses qui sont insensées. Le sens, c'est donné par le cerveau, en fait. L'art, c'est quelque chose qui vient toucher en nous des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus dans les archétypes, hein, dans ce que parle Carl Gustav Jung. Donc, dans ces archétypes, il y a en fait cette fédération de l'être humain qui nous permet effectivement de rester ensemble. Et quand on traverse comme ça des périodes insensées, c'est à travers l'art. Je pense que la musique, effectivement, est un art des plus accessibles, des plus fédérateurs. Souvent, on se retrouve d'ailleurs pour danser ensemble, mais pas que. Il y a toute autre forme d'art, comme la peinture, comme la poésie. La poésie est d'un degré de symbolisme extraordinaire quand nous n'avons pas de mots, alors que nous en avons besoin. Eh bien, l'art va permettre de laisser sortir toutes ces angoisses, toutes ces horreurs, de façon différente et d'acquérir une gestion de la situation qui nous permet de nous maintenir dans on avance pas à pas chaque jour après chaque jour. Merci beaucoup Sandy Boulanger. On peut recommander justement à nos auditeurs également pour aller mieux. C'est souvent la phrase que je dis depuis quelques jours, mais surtout pour faire sortir certaines choses de nous, de peindre ou de faire de la musique ou de trouver justement des hobbies. Voilà, même d'en générer d'autres de nouveaux pour essayer justement d'être dans l'action différemment et de se concentrer sur autre chose que sur les simples informations qui arrivent un peu partout. Merci beaucoup Sandy Boulanger, notre psychothérapeute sur Radio J.
Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Pascal Amoyel d'être venu nous voir. Je rappelle et je répète son spectacle musical Le pianiste aux 50 doigts. C'est à la grande salle du théâtre Montparnasse en ce moment. J'ai 2 numéros à vous partager puisque vous me les avez demandés. Le numéro de l'OJE si vous êtes victime d'un acte antisémite ou si vous-même, vos enfants, êtes victime de harcèlement scolaire antisémite à l'école. Les avocats de l'OJE sont à votre disposition pour vous défendre. Vous pouvez les contacter au 07 45 14 55 65. 07 45 14 55 65. Et puis également, on en a parlé la semaine dernière, une ligne d'écoute et de soutien a été mise en place par les institutions juives 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Prenez le temps de noter. 01 86 96 20 00 01 86 96 20 00. Et je rappelle que nous avons publié un article sur radioj.fr qui recense tous les numéros d'urgence et les cellules psychologiques en France et en Israël. Je voulais remercier tous les intervenants aujourd'hui, Aurélie Assouline et puis également Kelly Zitoun. Merci à mon chroniqueur Corentin Le Guinadjar d'avoir été avec nous sur Radio J. Également, bien sûr, Sandy Boulanger, je vous ai en face de moi. Merci beaucoup. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h pour une émission spéciale sur Radio J. Et je vous laisse à l'écoute d'Eyal Golan.